Bonjour Monsieur Chevrier, c'est la troisième fois que nous nous retrouvons pour parler du livre que vous avez publié il y a quelques mois, donc La prochaine guerre sera nucléaire. Dans le premier entretien, nous avons parlé des conséquences sur la population civile des explosions nucléaires destinées à détruire les installations militaires. Dans le second entretien, vous nous avez parlé de la guerre en Ukraine, qui pourrait déboucher sur une guerre nucléaire entre la Russie et les pays de l'OTAN. Dans votre livre, vous développez 3 situations qui pourraient déboucher sur un conflit nucléaire. Et la deuxième situation, c'est le bombardement par Israël des installations d'enrichissement d'uranium installées en Iran. Qu'en est-il selon vous? Oui, alors parler effectivement de cette deuxième situation nécessite de faire un petit peu l'historique de cette situation. À de nombreuses reprises, les dirigeants d'Israël ont déclaré publiquement qu'ils n'accepteraient pas que l'Iran soit en possession d'une arme nucléaire et qu'ils étaient décidés à détruire toutes les installations qui sont présentes sur le sol iranien. Et dans ces installations, il y a des centrifugeuses qui enrichissent l'uranium. Il faut préciser que Israël possède évidemment, à travers toutes les informations fournies par les États-Unis qui surveillent tout un tas de pays avec leurs satellites, il possède les endroits précis où sont installées toutes ces centrifugeuses. Là-dessus, il faudrait aussi compléter en disant que on ne comprend pas que les journalistes, que ce soit sur LCI, sur BFM TV, tous ces gens-là s'affolent quand il s'agit d'un bombardement éventuel d'une centrale électrique classique en Ukraine, que ça aurait des conséquences catastrophiques, alors qu'il s'agit d'uranium enrichi à 6% pour produire de l'électricité. Là, dans les installations en Iran, on est dans des centrifugeuses où le niveau d'enrichissement se situe entre 80 et 92%, avec des quantités très importantes, puisqu'il y a des centaines de centrifugeuses. Et donc, inévitablement, si on veut détruire ces centrifugeuses, il va falloir utiliser des explosifs. Et ces explosifs vont envoyer dans l'atmosphère une énorme quantité de produits radioactifs qui vont être hautement radioactifs. Donc, tous les pays de la région seront concernés par les retombées radioactives, mais de ça, les journalistes n'en parlent pas, la presse israélienne non plus. On fait fi. La seule chose qui compte pour Israël, c'est d'être le seul pays dans la région à avoir l'arme nucléaire. Alors, on va, bien entendu, dans mon livre, je parle de choses, je dévoile des faits qui sont ignorés parce que complètement maintenus sous silence par la presse française et européenne, les conditions dans lesquelles Israël s'est doté de l'arme nucléaire. Et là, je vais citer donc deux sources. Il y a tout d'abord un excellent livre qui a été écrit par Pierre Péan à l'époque et qui s'intitule « Les deux bombes ». Donc, Pierre Péan nous raconte comment, dans le plus grand secret, 1500 ingénieurs et techniciens ont été envoyés par le gouvernement français en Israël pour construire à Dimona, dans le désert du Negev, en Israël, une centrale nucléaire produisant de l'électricité identique à celle qui était à l'époque installée à Saclay. Donc nous sommes dans les années 55-60, et là, c'est la première source de renseignement que j'ai à travers ce livre. Et puis le hasard fait que, en regardant la chaîne Histoire dans les années 2004-2005, je tombe sur un documentaire qui a été réalisé par une équipe de journalistes israéliens qui interviewent Shimon Peres. Et là, dans mon livre, je donne tous les détails de cette interview qui dépasse
si vous voulez, la fiction. Donc c'est Shimon Peres qui raconte son histoire personnelle. Il avait à l'époque 29 ans. Il faisait partie de ce qui a précédé le Haganah, c'est-à-dire enfin tout du moins de Tsahal, à l'époque c'était Haganah, l'armée qui luttait contre les Palestiniens et également au départ contre les Anglais, puisque les Anglais dirigeaient et colonisaient un peu la Palestine. Et donc, ce jeune homme, Shimon Peres, s'est illustré dans plusieurs domaines et il avait été repéré par Ben Gourion. Ben Gourion qui était le chef de l'État en 1948, créateur de la nationalité, de la nation Israël. Et Ben Gourion le convoque dans son bureau et lui dit « Shimon, tu vas aller à Paris et tu vas rencontrer quelqu'un qui va te mettre en relation avec des gens qui vont pouvoir nous fournir des chars Leclerc et des avions d'assaut. » Shimon Peres raconte, il dit mais comment voulez-vous que je fasse? Je ne parle pas anglais et je ne parle pas français. Ça fait rien, tu vas rencontrer quelqu'un qui, lui, te mettra en contact avec les bonnes personnes. Et de fait, il a effectivement rencontré plusieurs personnes, c'est-à-dire que là, dans les années 55, on est sous le gouvernement Guy Mollet, tout ça, donc toute une mouvance qui est plutôt favorable à Israël. Et évidemment, il y a tout un tas il y a des réseaux qui fait que, d'une façon totalement incroyable, ce jeune homme de 29 ans va se retrouver 2 semaines plus tard avec un bureau en face, le bureau du ministre des Armées. C'est quelque chose d'absolument impensable. Et donc, il va obtenir, à l'époque, la livraison de 270 chars Leclerc. Vous voyez, aujourd'hui, on parle d'une livraison de 20 chars Leclerc pour l'Ukraine, et c'est toute une difficulté. Là, lui, il obtient 270 chars Leclerc. Et il obtient des dizaines d'avions d'assaut. À l'époque, c'était les Mirages. Et tout ça est fourni en Israël. C'est donc la première étape de son séjour à Paris. Comme c'est quelqu'un de très intelligent, il va apprendre très vite le français et par la suite l'anglais. Et retour en Israël, Ben Gourion lui dit « Tu vas retourner en France parce que notre pays est entouré d'ennemis. On ne pourra pas survivre si nous n'avons pas l'arme nucléaire, si nous n'avons pas la bombe atomique. » À l'époque, on l'appelait la bombe atomique. On ne parlait pas de nucléaire. Et donc, à nouveau, retourne sur Paris, rencontre des personnes. Je cite les personnes qu'il rencontre dans mon livre, notamment Abel Thomas, qui est tout proche du ministre des Armées, Bourges Mounouri, à cette époque-là. Et il va proposer un marché absolument stupéfiant. Il propose donc que la France construise en Israël une centrale qui va produire de l'électricité à partir d'uranium et construise en même temps 6 étages sous cette centrale pour enrichir l'uranium au niveau nécessaire pour faire une explosion atomique. En échange, Israël s'engage à fournir toute la technologie pour fabriquer la bombe atomique. À l'époque, la France sait fabriquer de l'électricité à partir donc de l'uranium, mais ne possède pas la technologie pour fabriquer la bombe. À cette époque-là, 3 pays seulement sont au niveau de la bombe atomique. Les États-Unis, bien sûr, qui ont créé la première bombe. L'URSS, on est à l'époque avec l'Union soviétique, et l'Angleterre. Donc là, il était hors de question pour eux de s'adresser à ces gens-là. Et de fait, les réseaux qui sont installés aux États-Unis vont fournir toutes les informations aux services de renseignement israéliens. Tout ça va passer par l'ambassade d'Israël aux États-Unis. Et la France va donc envoyer
dans le plus grand secret, 1500 ingénieurs et techniciens qui vont travailler pendant 18 mois sur le plus grand chantier qu'il y avait à cette époque-là dans ce pays, puisqu'il faut savoir que plus aucun camion de béton n'était disponible pour le reste du marché. Ce chantier était pharaonique et il absorbait toute la production de béton dans ce pays. Et donc, toute cette opération va être conservée secrète. Évidemment, il faut savoir que le père de la bombe atomique aux États-Unis, c'est un Israélite qui s'appelle Oppenheimer. On le verra d'ailleurs rendre visite à Ben Gourion et l'encourager à fabriquer la bombe atomique. Et donc, le point... alors pendant de nombreuses années, Israël a dissimulé, a refusé de dire qu'elle était en possession de l'arme nucléaire, mais petit à petit, à chaque fois qu'il y a eu des conflits, tout ça, pour éviter d'être à nouveau en guerre avec l'Égypte, avec la Jordanie, avec la Syrie, etc., eh bien les dirigeants israéliens ont fait savoir aux dirigeants égyptiens, syriens, que maintenant il fallait plus les chatouiller parce que eux avaient les moyens de les faire disparaître de la surface du globe. Donc c'est un message qui a bien été entendu, mais évidemment ce secret petit à petit s'est dilué et puis ensuite ils ont... Et alors on va revenir un petit peu à cette période. On est donc entre 1955 et 1958, toute cette opération se met en place et en 1958, le général de Gaulle revient à la direction des affaires en France. Là, il nomme comme Premier ministre Couve de Murville et Couve de Murville découvre cette histoire qu'il y a un chantier énorme que la France fournit toute la technologie et en plus s'est engagé à former les ingénieurs et les techniciens israéliens à Saclay, dans l'Essonne, dans la même centrale qui est en construction actuellement à Dibona. Et donc, quand De Gaulle apprend ça, il dit, il n'est pas question de continuer cette histoire. On a évidemment des bonnes relations avec les pays arabes qui sont autour, et il ne faut surtout pas que ça se sache. Et il va y avoir donc, Couve de Murville va dire à Shimon Peres, le général ne veut pas de cette construction, on va mettre un stop à ce truc-là. Et à ce moment-là, Shimon Peres fait intervenir Golda Meir, qui, elle, va avoir un entretien avec Couve de Murville et va lui dire, voilà, monsieur, nous sommes allés déjà trop loin. Alors, si vous voulez arrêter, nous, c'est simple. On va faire savoir à tout le monde que vous avez commencé le chantier, que les accords ont été passés, on vous a fourni les informations. Est-ce que vous voulez vraiment que les pays arabes sachent la collaboration qu'il y a entre nos deux pays depuis une dizaine d'années et donc depuis 3 ans sur cette question? À ce moment-là, Couve de Murville a cessé d'en parler au général de Gaulle, le projet s'est continué et donc c'est en fait la France qui a reçu la technologie de l'arme nucléaire par les services de renseignement israéliens qui eux-mêmes les ont reçus des Israélites et des autres qui étaient travaillés sur le projet Manhattan avec lesquels ils ont fabriqué la première bombe atomique qui a explosé sur Hiroshima et la seconde sur Nagasaki. Et donc, ce qui a tout à fait, ce qui prouve cette chose qui est tenue absolument secrète, enfin, aucun journaliste n'en a parlé depuis 40 ans, tout ça c'est camouflé. Et en fait, ce qui prouve la collaboration qu'il y a eu entre les deux pays, c'est que lorsque vous regardez avec objectivité et que vous prenez en compte tous les pays qui ont construit l'arme nucléaire, l'Inde, le Pakistan, la Chine, la Corée du Nord, tous les pays, les États-Unis, etc., tous ont procédé à des essais, tout d'abord hors sol,
et ensuite des essais souterrains. Or, Israël n'a fait aucun essai nucléaire au cours de son développement. Alors, ce que nous savons aussi, ça on peut le dire, c'est que la capacité de Dimona a permis à Israël de produire 6 bombes atomiques par an. Vous voyez, c'est pas rien. Aujourd'hui, Israël est à la tête d'environ 360 têtes nucléaires et la France 290. C'est donc la France qui a fait les essais tout d'abord dans le Sahara, parce que vous ne pouvez pas fabriquer une bombe aussi sophistiquée si vous ne procédez pas à une série d'essais, parce qu'il y a des réglages à faire, il y a des choses c'est ce qu'on appelle, dans l'industrie, c'est ce qu'on appelle la mise au point. Donc la mise au point, elle est passée d'abord dans le désert du Sahara, dans le sud de l'Algérie, et puis ensuite, eh bien, nous avons fait nos propres essais, en fournissant tous les résultats, bien sûr, probablement à Israël, quand on est passé à Mururoa, où il y a eu beaucoup d'essais nucléaires qui ont, jusqu'au jour où Chirac a décidé d'arrêter ces essais, puisqu'on était capable, après, à partir de toutes les informations, les données techniques, de faire la progression sans d'essais réels d'explosion. Donc voilà cette histoire. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'explique également dans cet ouvrage, c'est que à l'époque, on est donc dans les années 55-60, Israël est protégé par les États-Unis, et les États-Unis se sont engagés à protéger Israël. Et donc, quand John Kennedy arrive au pouvoir, il est informé que vraisemblablement Israël est en train de construire et de fabriquer la bombe atomique avec l'aide d'un pays tiers. Lui, qui est catégorique, il ne veut pas qu'Israël possède l'arme nucléaire parce que ça déséquilibrerait toute la région. Et donc, il envoie une équipe d'experts, comme on l'a fait plus tard vis-à-vis de l'Iran. Les experts se rendent en Israël et visitent Dimona. Et là, on leur fait voir le rez-de-chaussée avec, bien sûr, tous les cadrans qui sont les mêmes qu'il y a à Saclay. Et donc, ils reviennent aux États-Unis, ils font leur rapport en disant, voilà, oui, effectivement, Israël fabrique de l'électricité pour tout le pays, mais c'est une centrale uniquement pour fabriquer de l'électricité. En fait, ils ont été roulés dans la farine, ils ne savent pas que sous le rez-de-chaussée, il y a 6 étages dans lesquels on enrichit étage par étage l'uranium pour le passer de 6% d'enrichissement au taux de 92%. Et dans les accords qui ont été passés entre les responsables à l'époque du gouvernement français et Israël, la France s'est engagée à fournir l'uranium, puisqu'à l'époque, on avait nous-mêmes nos mines d'uranium à Bessines, à côté de Limoges, etc. On en avait dans plusieurs endroits. Puis ensuite, on en a eu en Afrique. Et donc, il est probable qu'on a continué à fournir l'uranium à Israël avec des accords qui ont été tenus secrets. Donc, quand Kennedy a pris ça, il a envoyé ces 2 inspecteurs. Ces inspecteurs sont revenus, il n'y avait rien. Mais évidemment, il y a eu d'autres enquêtes. Et à un moment, il a convoqué Ben Gourion. Ça aussi, c'est historique. On voit Ben Gourion qui va aux États-Unis, qui rencontre Kennedy. On est donc à la fin de l'année 61. Et Kennedy lui dit, il est hors de question que vous développiez l'arme atomique. Je m'y oppose formellement. Et si vous maintenez, vous n'aurez plus le soutien des États-Unis, soutien financier et soutien militaire. Donc il était catégorique. Or, Kennedy avait un vice-président, Lyndon Johnson, qui lui était un pro-israélien. Voyez. D'ailleurs, aux États-Unis, tous ces réseaux qu'il y a, on les appelle le réseau pro-israélien. Et on arrive dans l'année 63, il y a donc des échanges, etc. Et puis, il va y avoir l'assassinat de John Kennedy. Et
automatiquement, celui qui prend la tête des États-Unis, c'est Lyndon Johnson, qui lui est un membre, on peut dire, du lobby pro-israélien. Et donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir aux États-Unis un développement d'une organisation qui a pignon sur rue, qui est tout à fait officielle, qui se trouve, dont le bâtiment principal est à Washington, et qui s'appelle AIPAC. AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Voilà, c'est un organisme qui ne se cache pas de faire tout pour que Israël négocie dans les meilleures conditions possibles avec la Palestine, et donc tout va dans l'intérêt d'Israël. Et ça, encore, on pourrait le comprendre, mais la puissance de l'AIPAC est phénoménale. Elle compte dans ses rangs plus de 100 000 membres. C'est-à-dire rien qu'à Washington, dans ce bâtiment, il y a 370 salariés à plein temps, officiellement, qui sont rémunérés par l'AIPAC. Et alors, où on dérape complètement, les gens s'imaginent que les États-Unis, c'est une démocratie. Ce n'est plus du tout une démocratie depuis les années 63-65, puisque aucun candidat, aucun sénateur, aucun gouverneur, aucun représentant ne peut être élu s'il n'a pas l'accord de l'AIPAC. Il faut donc savoir que tous les sénateurs qui actuellement sont dans la Chambre au Sénat, les représentants, etc., sont tous été épaulés en accord avec l'AIPAC. Si quelqu'un sort de cette ligne qui est pro-israélienne, il ne peut pas être élu. Il y a un système qui est différent du nôtre aux États-Unis par rapport à celui que nous connaissons en France. Nous savons qu'en France, on finance une politique pour être élu. Mais aux États-Unis, non seulement il faut beaucoup d'argent pour être élu à un poste de sénateur ou un poste de représentant, mais de plus, vous avez le droit de financer une campagne publicitaire contre un candidat qui est contre vous. Ce qui fait que l'AIPAC ne finance pas directement les candidats, mais demande à ses membres 100 000 membres. Donc, parmi lesquels, évidemment, toute la finance, le monde de l'industrie, les aciéries, les groupes pétrochimiques, les grands laboratoires comme Pfizer, Dow Chemical, etc., tous ces gens-là font partie de l'AIPAC et sont capables de mettre des milliards sur la table pour financer des campagnes. Et donc, aux États-Unis, si vous n'êtes pas dans la direction du lobby pro-israélien, vous ne pouvez pas être élu. Et il y a alors, non seulement c'est quelque chose qui est su, mais vous avez par exemple un professeur qui est le professeur Mearsheimer à l'université de Chicago, qui déjà à l'époque 2004-2005 dénonçait ce système qui fait qu'il n'y a plus aucune démocratie actuellement aux États-Unis. Soit vous êtes 100% pour Israël, soit vous n'êtes pas élu, c'est tout. Donc il n'y a pas à sortir de là. Donc là maintenant, on est dans un contexte où Israël se prépare à bombarder les installations qui sont en Iran. Il ne fait pas de doute que les États-Unis vont l'aider dans cette aventure. Et les choses qui ont changé, c'est que l'Iran, maintenant, a des liens très étroits avec la Russie, a des liens très étroits avec la Chine, et donc il y a de plus en plus de bateaux chinois qui croisent au large des côtes iraniennes. Il y a bien sûr une partie de la flotte américaine qui est là-bas, et il est tout à fait possible qu'une fois que les Israéliens auront déclenché les hostilités, indépendamment des conséquences de faire exploser des installations qui sont enterrées à 40 mètres sous terre, des conséquences donc de toutes les retombées radioactives qu'il va y avoir selon les vents sur l'Arabie Saoudite ou sur d'autres pays, il est tout à fait possible que s'il n'y a pas eu de conflit nucléaire
entre la Russie et les États-Unis avec le conflit en cours actuellement, eh bien, il y a une escalade et petit à petit, on en arrive à un affrontement direct entre la Russie, associée avec probablement la Chine, contre les États-Unis. Et comme je l'ai déjà dit une fois, je pense avec vous, les Américains, je parle du peuple américain, n'ont pas du tout conscience de la vulnérabilité de leur pays. La répartition de la population sur la côte Est et sur la côte Ouest fait que ce pays est très vulnérable à une attaque nucléaire. En plus, vous avez cette concentration d'habitants, mais aussi par l'architecture, où toutes les personnes travaillent dans des gratte-ciel. Et imaginez une attaque qui se produirait à 10 h du matin ou à 2 h l'après-midi, heure de la côte Est. Ça ferait du 11 h sur la côte Ouest. Là, tout le monde est au bureau. Ce serait un désastre. Ce serait un massacre. Et alors, là aussi, il faut comparer des choses. C'est que vous avez cette concentration d'habitants sur les deux littoraux, mais vous avez également, de l'autre côté, la Russie qui, elle, est répartie dans des habitations beaucoup plus classiques sur un énorme territoire et qui est beaucoup moins vulnérable à une attaque nucléaire. Parce que les gens disent la guerre nucléaire est impossible parce que celui qui attaque est détruit automatiquement. Non, ça c'est de la blague, c'est des visions de journalistes, c'est des visions d'invités des plateaux. La Russie est tout à fait, bien sûr qu'il y aura beaucoup de morts, mais tout à fait capable de résister de par sa géographie, de fait aussi qu'il y a des abris antiatomiques sous toutes les villes moyennes et grandes. Et donc, d'ailleurs, en ce moment, ordre a été donné de remettre en état de fonctionnement tous les abris petits, moyens et grands qu'il y a dans les villes. Et donc, c'est que ces gens-là se préparent pour cette échéance, en fait. Donc, voilà la deuxième situation qui pourrait se produire et replacer dans son contexte pour que l'on comprenne bien. Et moi, je situe la probabilité, il est évident que publiquement, les dirigeants israéliens ont dit qu'ils allaient bombarder les installations d'enrichissement d'uranium. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait déjà? Probablement parce que les Américains leur demandent d'attendre que le conflit actuellement en Ukraine avance un peu, se déroule, parce qu'il est difficile de s'occuper de plusieurs cibles en même temps. Et donc, nous sommes dans cette situation où, probablement, moi je situe le risque avec le retour probable de Donald Trump aux affaires en 2025. Et là, on sait que Donald Trump, c'est un inconditionnel d'Israël. Il mettra tous les moyens pour... et surtout, il a déjà prouvé par le passé qu'il était capable de déchirer les accords qui avaient été signés après 6 ans de travail entre l'Iran et donc les États-Unis et d'autres pays. Oui, il faut s'attendre à une situation compliquée avec le retour de Trump aux affaires en janvier 2025, si c'est lui qui revient. Voilà.